une tare génétique, ceux-là, bien entendu, eh bien, on ne les accorde pas. Mais parfois aussi, on sélectionne ceux qui permettront de donner un nouvel enfant plus jeune qui sera le bébé docteur ou le bébé médicament capable de fournir la greffe à la grande sœur ou au grand frère qui est atteint de maladie. Comment cet enfant qui va se développer et qui a été donc conçu pour aider le grand frère, comment va-t-il concevoir sa propre personnalité, sa propre identité? Il est qui? Il est celui qu'on a choisi pour aider l'autre. Donc ça veut dire que s'il n'avait pas eu ces caractéristiques dont j'ai parlé au début, il ne serait peut-être pas venu au monde ici. Alors qui est-il finalement? Et est-ce qu'il va accepter de se reconnaître en tant qu'origine? Oui, ça nous emmène extrêmement loin dans la propriété, dans l'identité. Alors, je vois que l'heure avance, mais on est complètement entre l'utilitarisme ici et la persistance du sacré ici dans le nous-mêmes, ici, et le don finalement, le don d'organes. Quand je donne un petit peu de moi-même, est-ce que je suis vraiment altruiste? Est-ce que vraiment je dis, voilà, c'est bien, ce sera bien pour l'autre, de donner un petit peu de moi-même? On peut parfois se poser la question de la quête de l'immortalité qui reste inconsciemment en nous. On a envie de vivre ou de faire vivre notre corps le plus longtemps possible pour que nous vivions aussi. Et surtout dans les greffes d'enfants, chez les enfants, où il y a très peu de donneurs, et on ne peut que s'en réjouir, et bien donc les parents qui ne sont pas préparés du tout au départ d'un enfant, et donc à pouvoir donner le cœur de leur enfant qui vient de mourir, il faut s'imaginer ce que c'est. Donc c'est pas dans la logique de la vie, c'est pas dans l'amour que l'on peut accorder à cet enfant. On ne pense pas qu'il va mourir, il n'y a pas de raison. Et il faut que dans les minutes, dans les heures qui suivent, eh bien, ils acceptent de donner. Il y a parfois un processus mental que les psys interprètent bien, c'est d'un peu de se dire, ce sera encore un petit peu de mon enfant qui va vivre dans l'autre, ici. Et donc, mon propre enfant qui avait ses propres caractéristiques, qui portait mon amour, eh bien, cet enfant va servir à faire vivre un autre. C'est affreux ce mot, va servir à permettre à un autre de vivre. Et c'est un peu de lui qui va continuer. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est toujours de garder l'anonymat pour éviter effectivement de retourner voir l'enfant receveur, ici, pour lequel eh bien, les processus psy de deuil, bien entendu, seraient mis en échec. Donc, le don est-il véritablement altruiste? La porte est ouverte à la création d'embryons qui permettraient effectivement d'avoir des caractéristiques pour fournir, qui plus tard à la fois, avec des cellules souches, et ceux qui ont beaucoup d'argent, effectivement, donc rentrent dans ce jeu ici, et sont prêts à n'importe quoi pour avoir un cœur, et monter dans la liste. Parce qu'il y a beaucoup plus de demandeurs que de donneurs ici. Alors, en France, en Grande-Bretagne, les greffes sont de l'ordre de 400 000 par an à peu près. Bon, ça se mesure en milliers en tous les cas, donc selon le type de greffe. Ici, il n'y a bien entendu pas assez de donneurs. Alors qu'est-ce qu'on fait puisque la durée moyenne d'attente est de 4 ans, 2 à 4 ans. Ça peut être beaucoup plus, bien entendu. Ça peut être un peu plus rapide. Bon, ça dépend des régions, ça dépend de beaucoup de facteurs. Mais qui va choisir à qui on va donner le greffon? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est-à-dire à qui on va donner la chance de survivre? Est-ce que c'est celui qui est là depuis le plus longtemps? C'est-à-dire peut-être le plus malade? C'est-à-dire peut-être là où la greffe a le moins de chances mathématiques de réussir? Ou est-ce qu'on va donner à celui qui au contraire vient d'arriver dans la liste? Il faut penser le processus mental de celui qui est dans la liste et qui se voit avancer avec ses chances de recevoir un greffon qui diminuent. On est loin, bien entendu, d'une liste sur des critères qui peuvent être rationnels. On passe dans l'irrationnel. Donc, qui va décider? Qui va décider que ça ira à telle ou à telle personne? Dans tout ça, je crois que l'identité est tout le temps en conflit avec le statut de la mort, ici. Voilà. Alors, je voulais donner quand même quelques petites informations sur la partie comportementale, sur le moi. Parce que
là j'ai parlé du corps, mais nous ne sommes pas bien entendu qu'un corps, nous sommes également un esprit, nous sommes avec un comportement qui est le nôtre ici. Et très dernièrement, en Angleterre, vous avez dû entendre parler de ces manifestations sur le mariage homosexuel, sur les mariages donc, qui font rejaillir la notion de masculin et de féminin. Alors je prends cet exemple-là de masculin et féminin pour montrer que toutes les caractéristiques qui sont les caractéristiques biométriques, en réalité, c'est aussi le résultat d'une construction, c'est aussi le résultat de quelque chose qui avance. Être homme ou être femme, c'est quelque chose qui vient, bien sûr, génétiquement, chromosomiquement, c'est quelque chose qui est déterminé parce qu'il y a une norme. On vient au monde, on est catalogué masculin, on est catalogué féminin. Et puis l'éducation va modeler, et de sexe masculin à sexe féminin, on va passer à genre. On va construire notre propre genre. L'éducation, elle va se faire. Alors, je vais prendre un exemple. La construction du masculin. Et moi, je me reconnais comme homme. Je prends l'exemple de l'homme parce que je connais un petit peu plus les hommes que les femmes. Je vis avec moi-même depuis quelques temps, quand même, ici, pour en parler un petit peu plus. Mais c'est vrai que l'homme, eh bien, il est... c'est Elisabeth Badater qui disait nous ne sommes pas hommes, nous le devenons. Alors elle disait un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Elle disait le premier devoir d'un homme, c'est de ne pas être une femme. C'est le premier devoir. Et donc il faut le forger. Et justement dans ces manifestations qui prônaient l'image classique, l'image ancestrale du couple, ancestrale n'a rien non plus de péjoratif. Mais l'image classique du couple avec un homme et une femme, on voyait, avec les couleurs, l'homme donc qui était bien debout, les jambes un peu écartées, qui représentait la force, avec le regard loin, et son petit garçon à la main, qui est, lui aussi, un peu son portrait tout craché. Il était donc sa copie. Ici, sa copie. Celui qui va prendre la suite et qui va montrer sa force et qui va montrer le côté protecteur de tout cela. Vous voyez donc, et puis à côté, il y avait la dame, donc, qui était en jupe, en rose, avec qui tenait à la main une petite fille avec des couettes. Bon, tout ça c'est mignon, c'est très mignon. On aurait peut-être pu imaginer que, d'abord, que la famille classique, entre guillemets classique, ça peut très bien s'accommoder que ce soit le père qui tienne la petite fille. Déjà. Donc le logo, déjà, l'image, est déjà quelque chose qui est forgé. Autant chez les enfants, morphologiquement, un garçon ou une fille peuvent relativement, normalement, mettre les mêmes habits. Il est évident qu'on crée un rayon garçon, un rayon fille. Les caractères morphologiques, secondaires, sexuels se développent essentiellement à la puberté. Les jeans pour les enfants de 6 ans peuvent aller aussi bien d'un garçon et une fille. Mais donc on va le forger. Je ne vous marque pas, bien entendu, les chaussons roses et les chaussons bleus, ici, mais c'est bien l'image. Or, dans nos sociétés aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la famille? La famille est quelque chose qui est très beau, qui est très mouvant, parce qu'il y a un allongement de la durée de vie, parce qu'il y a des raisons médicales qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on prend un engagement à 20 ans pour la vie, un mariage. Mariage hybrida, c'est lié à la reproduction, ici. C'est bien le concept de départ. Or, depuis une cinquantaine d'années, les mouvements féministes ont acquis des droits pour que les femmes deviennent propriétaires de leur propre corps et différencient la procréation de leur sexualité et de leur vie civile. Donc, il y a une cinquantaine d'années, on a accentué le phénomène de dire on a un droit à une vie sexuelle sans pour autant que ça ait comme conséquence de procréer. On a tous souvenir, il y a une centaine d'années, donc les femmes qui avaient 10, 12, 13 enfants, 14 enfants, etc. Donc aujourd'hui, c'est bien la maîtrise de leur propre corps. L'image aujourd'hui de la famille, c'est aussi l'image d'une famille reconstituée. Ça n'est plus une minorité, c'est la vie qui a fait ça. Et la famille aujourd'hui, ce n'est pas obligatoirement le logo que l'on a pu voir ici. Alors, c'est une toute petite dérivation parce que je ne vais pas insister sur le côté mariage homosexuel, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on se construit masculin, on se construit féminin, et certains se reconnaissent dans un genre qui n'est pas leur sexe. Et donc, ça peut poser un problème d'identification, mais c'est bien un problème d'amour, c'est un problème de reconnaissance. Et lorsqu'on a voulu
compliquer le débat, on y a associé la procréation. Parce qu'on avait essayé de séparer il y a 50 ans, c'est-à-dire sexualité, reproduction, procréation, c'est séparé. Aujourd'hui, on l'a amalgamé dans la discussion, et or, ce sont deux choses différentes. Depuis des années, une personne seule peut adopter. Et ça n'est pas, il n'y a pas eu des défilés dans la rue pour dire c'est pas l'image d'une famille. On lisait sur les pancartes, une famille pour un enfant, c'est un homme, une femme. Mais ça fait 30 ans qu'on permet des adoptions à des célibataires. C'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait se poser la question. Alors est-ce que deux adultes, c'est moins bien qu'un seul adulte? Moi je pose la question. Ça va à l'encontre de ce qui est. Comme quoi on n'est pas toujours en cohérence parce que les questions ne sont pas posées de manière explicite et approfondie. Voilà. Alors, l'image de l'homme avec John Wayne, l'image de l'homme avec le fumeur Marlboro, avec tous les rites initiatiques, les bizutages, etc., montre bien qu'il faut forger notre propre identité pour être reconnu comme tel, ou en tous les cas, c'est l'image que la société demande, en tous les cas. Et on peut aussi comprendre que certains, n'acceptant pas que leur corps ne correspond pas à leur vie, donc passent à ce qu'on appelle le transgenre. Donc le transsexualisme aujourd'hui, donc c'est une réalité. Donc par exemple un homme qui devient une femme après toute une série de traitements, de suivi psychologique ici, donc acquiert l'apparence d'une femme, acquiert des caractéristiques morphologiques, anatomiques, métaboliques, même aussi d'une femme, et ce ne sera jamais totalement une femme. Si elle a un accident sur la route, on va prendre son sang, on va faire une analyse ADN, on va trouver XY. Parce que c'était un homme au départ. Et donc, sa carte d'identité marquera que c'est une femme et on va lire XY. Vous voyez qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et est-ce que le transsexualisme va jusqu'à faire vivre l'émotion qui s'est construite petit à petit dans le genre masculin, dans le genre féminin? Vous voyez que le sujet n'est pas aussi simple que celui-là, et que les technologies, les techniques aujourd'hui, les biotechnologies, les biotechniques, eh bien, font comme. Bon, si vous le souhaitez, donc on en reparlera. Alors, quelques mots aussi sur l'imagerie fonctionnelle. Oui, on a sur l'IRM fonctionnel, parce que les techniques de médicalisation et d'investigation qui sont mises au point aujourd'hui sont extrêmement poussées. On peut voir quelles sont les zones qui sont actives lorsque vous vous comportez à la réception d'un signal ou lorsque vous voulez effectuer un mouvement. Avant, c'était des images fixes, et donc on recréait par une série de tomographies, de petites tartines, si vous voulez, des photos de tartines, et bien l'ordinateur reconstitue en 3D le cerveau, par exemple. Mais aujourd'hui, on est capable de savoir quelle est la zone qui est active lorsque vous recevez une information auditive ou une information. C'est super, parce que ça permet de voir quelles sont les lésions, les parcours peut-être inhabituels, le cheminement